Salut à tous! D'entrée de jeu, le constat est clair, c'est le chaos absolu, plus encore que d'habitude. Les dernières 24 heures ont été complètement décousues. J'essaie d'examiner la situation sous plusieurs angles pour vraiment comprendre et identifier le fil stratégique qui nous ferait passer du point A au point B et voir si ces différentes décisions nous rapprochent réellement de nos objectifs stratégiques dans ce conflit. À ce stade, la carte stratégique ressemble moins à un plan de guerre qu'à un communiqué de presse modifié en direct entre deux passages télévisés. Je ne le trouve pas. C'est peut être seulement moi, mais j'ai beaucoup de difficultés avec toute cette idée de faire confiance au processus. C'est censé être des échecs en 7D, sauf que le processus ou le plan a changé environ 3 fois hier. J'étais encore en train d'essayer de comprendre et de faire confiance à Project Freedom. Cela n'avait été lancé que environ 48 heures plus tôt. Le commandant du commandement central américain, l'amiral Cooper, y croyait à fond. Il y avait 15 000 soldats américains affectés au soutien de la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz. Quand une politique a besoin d'un nom de projet patriotique avant même que quelqu'un puisse en expliquer la mécanique réelle, ce n'est généralement pas très bon signe. J'étais encore en train d'essayer d'y adhérer et de comprendre ce que cela était censé être, puis tout s'est arrêté. Soudain, nous étions déjà passés à autre chose. Project Freedom était déjà devenu une vieille nouvelle. Apparemment, même la grande stratégie a désormais la capacité d'attention d'un slogan de campagne. Hier, l'explication du président Trump était que, sur la base de la demande du Pakistan et d'autres pays, du grand succès militaire obtenu pendant la campagne contre l'Iran et des progrès importants qui auraient été réalisés en vue de conclure un accord complet et final avec les représentants iraniens, les deux parties avaient convenu mutuellement que, même si le blocus resterait pleinement en vigueur, le Freedom Project serait suspendu pendant une courte période afin de vérifier si un accord pouvait être conclu et signé. À première vue, cela pourrait ressembler à une sorte de cessez-le-feu. Si des gens tirent, peut être que tout le monde s'arrête pendant un certain temps, qu'il n'y a plus de bombardement pendant quelques jours et que cela ouvre une petite fenêtre pour tenter de régler les choses. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Un responsable de l'administration après l'autre avait insisté sur le fait qu'il s'agissait d'une mission défensive. Les États-Unis ne faisaient qu'assurer la liberté de navigation. Ils ne tiraient pas à moins d'être pris pour cible. En fait, c'était une forme de levier contre les Iraniens lié à quelque chose qu'ils auraient dû permettre dès le départ. Ils devraient permettre la réouverture du détroit d'Ormuz et ils ne le font pas. Alors, il semble que les États-Unis aient volontairement abandonné ce levier. C'est un style de négociation inhabituel. Construire un levier, tenir une conférence de presse à propos du levier, puis déposer le levier avant que quelqu'un sache qu'il a vraiment déplacé. Le secrétaire Exet a passé beaucoup de temps lors de son briefing au Pentagone hier à parler précisément de cela, et c'est là que la confusion commence, parce que hier, tout tournait autour de Project Freedom jusqu'à ce que Project Freedom soit soudainement suspendu. L'explication du secrétaire Exet était que le président Trump avait ordonné au commandement central américain de rétablir la libre circulation du commerce dans le détroit d'Ormuz sous l'égide de Project Freedom. L'opération était décrite comme distincte et séparée de l'opération Epic Fury. Project Freedom était défensif par nature, limité dans sa portée et temporaire dans sa durée, avec une seule mission, protéger les navires commerciaux innocents contre l'agression iranienne. Pour la défense du secrétaire Exet, c'était effectivement temporaire. Je pensais simplement que cela durerait plus de 24 heures. Lui et le général Kane se sont présentés là et ont vanté Project Freedom. Et j'étais encore intéressé parce que je ne savais même pas exactement ce que cela pourrait devenir. Mais ils ont passé la conférence de presse du matin à présenter cela comme la voie à suivre, le chemin à emprunter. Puis, environ 6 heures plus tard, le président Trump est passé à autre chose. Rien ne dit mieux, doctrine soigneusement coordonnée, que des hauts responsables en train de vendre le plan d'hier pendant que le revirement d'aujourd'hui se prépare déjà en coulisses. Et c'était pas seulement le secrétaire Exet. Le secrétaire d'État, Marco Rubio, présentait lui aussi Project Freedom hier, environ 2 heures avant que le président Trump change d'avis.
Le cadrage était que cette opération n'était même pas pour les États-Unis. C'était un service rendu au monde. L'argument était que la responsabilité principale de Project Freedom revenait aux États-Unis, parce que les États-Unis étaient le seul pays capable de projeter une telle puissance dans cette partie du monde. C'était présenté comme un service rendu au monde, parce que des navires étrangers étaient bloqués, des approvisionnements en carburant étaient bloqués, de l'aide humanitaire destinée à différents pays était bloquée dans le golfe Persique, et des engrais nécessaires à l'alimentation et aux récoltes étaient aussi bloqués là-bas. Pas des engrais américains, mais les engrais d'autres pays. Les États-Unis voulaient aider et le président était intervenu parce que franchement, les États-Unis étaient le seul pays capable de le faire. Le message était presque noble, si seulement il n'avait pas expiré plus vite qu'un cycle moyen de nouvelles télévisées. J'essaie donc encore d'examiner cela sous plusieurs angles et de comprendre ce que nous sommes exactement en train de faire. Avec Project Freedom, je pouvais en quelque sorte voir la logique. C'était risqué dès le départ, aucun doute là dessus. On l'a vu lorsque 2 destroyers américains ont essuyé un lourd feu iranien en tentant de traverser le détroit. Voilà ce à quoi ils faisaient face. C'était donc une initiative audacieuse. Elle n'aurait probablement pas réglé le problème de la fermeture du détroit à long terme, mais nous n'avons même pas vraiment eu le temps de voir comment elle se serait déroulée. Au cours des quelques 24 heures pendant lesquelles Project Freedom a été en place, les 2 destroyers ont fait sortir 2 navires battant pavillon américains du golfe Persique. Cette partie-là était positive. Mais ces 2 destroyers ont été la cible d'un feu nourri de drones et de missiles iraniens. Ils ont également été attaqués par des vedettes rapides et ont dû éviter des mines dans le détroit d'Ormuz. C'est ce qui s'est passé. En réponse à l'annonce de Project Freedom, l'Iran a lancé une attaque assez importante contre les Émirats arabes unis avec des dizaines de drones et de missiles. Plusieurs navires commerciaux ont ensuite été ciblés et frappés dans le golfe Persique et dans le détroit d'Ormuz. En plus de cela, l'Iran a profité du moment pour lancer l'autorité iranienne ou l'autorité du détroit du golfe Persique, un véritable site web apparu hier, permettant aux navires de la région de se coordonner directement avec le corps des gardiens de la révolution islamique, l'IRGC, et éventuellement de soumettre un paiement pour obtenir un passage sécurisé dans le détroit d'Ormuz. Voilà ce que Project Freedom a produit pendant sa courte existence. Il est très difficile de regarder cette série d'événements et de conclure que tout cela, pris ensemble, a été une victoire américaine écrasante, ou que cela a été si douloureux pour le régime iranien que celui-ci a été forcé de venir à la table des négociations. Le levier a été désactivé presque immédiatement. Rien de vraiment significatif ne s'est produit d'une manière qui justifierait cette conclusion. Mais dans l'écosystème médiatique pro-Trump, un levier n'a pas besoin de déplacer quoi que ce soit. Il doit seulement avoir l'air fort dans un graphique. Je ne veux minimiser aucun de ces événements, mais il est très difficile de regarder cela et de dire que c'était l'élément décisif. Après tous les bombardements, toutes les sanctions, l'arraisonnement de leurs pétroliers et le blocus, il est difficile de croire que cette série d'actions brèves et limitées ait été ce qui a mis le régime iranien à genoux et l'a poussé au bord de la négociation dans ces discussions. Une partie du problème ici, que Project Freedom ait été une bonne idée, une mauvaise idée, ou quelque chose entre les deux, c'est que les États-Unis sont en train de perdre la confiance de beaucoup d'alliés. Cela a été visible tout au long de cette guerre. Le chancelier allemand Merz l'a encore souligné il y a seulement quelques jours, en disant clairement que l'Allemagne était avec les États-Unis, mais que Washington devait parler à ses alliés avant d'entrer dans une guerre. C'est l'un des grands problèmes ici. Puis, il y a eu la Corée du Sud. L'un de ses navires a été touché dans le golfe Persique. On demandait à la Corée du Sud si elle allait aider avec Project Freedom. Elle examinait la question jusqu'à ce que le président Trump annule l'opération. La position du conseiller sud-coréen à la sécurité nationale était qu'un examen de l'appel de Trump à participer à Project Freedom n'était plus nécessaire, puisque l'opération n'avait plus lieu.
Même si la Corée du Sud avait levé la main dès l'annonce de Project Freedom et s'était engagée à faire tout ce que les États-Unis demandaient, en envoyant tous les navires disponibles vers la région, ces navires ne seraient même pas arrivés avant l'annulation de Project Freedom. Entre l'annonce faite environ 48 heures plus tôt et l'annulation, il n'y avait pas assez de temps pour que les Alliés puissent répondre de manière significative. C'est l'équivalent diplomatique d'inviter des Alliés à une réunion, après que la réunion a déjà été annulée, puis d'appeler cela du leadership. C'est pourquoi le message paraît mauvais aux yeux des partenaires et des alliés dans le monde. Même s'ils veulent être à bord, les États-Unis changent d'avis si rapidement que leur planification se retrouve complètement désynchronisée. Le même genre de déconnexion est apparu avec Israël. Il semblait y avoir de nouveau une sorte de proposition de paix sur la table, pour ce qui ressemblait à la 8e fois. Israël a déclaré à Reuters ne pas être au courant que le président Trump était potentiellement proche d'un accord avec l'Iran qui mettrait fin à la guerre et ouvrirait la voie au déblocage du transport maritime dans le détroit d'Ormuz. Israël se préparait plutôt à une escalade des combats. Israël était donc aussi sur une autre longueur d'onde. Pour être juste, le président Trump semblait également être sur une autre longueur d'onde que le secrétaire Rubio et le secrétaire Exet plus tôt dans la journée. Les choses changent, bien sûr, mais c'était un revirement radical. De hauts responsables étaient là, en train d'expliquer pourquoi Project Freedom était la prochaine grande étape, puis soudainement c'était terminé, prétendument parce que l'opération avait atteint ses objectifs. Il fallait passer à autre chose. Dans les gouvernements normaux, la coordination est un processus. Ici, on a parfois l'impression d'un groupe de discussion où le principal décideur a oublié de lire le message épinglé. Plus tôt aujourd'hui, Axios a de nouveau rapporté que les États-Unis et l'Iran étaient sur le point de conclure un accord de paix. Je ne sais même pas si cela vaut la peine d'en parler et je ne vais certainement pas entrer dans tous les détails. Selon Axios, la Maison-Blanche croyait se rapprocher d'un accord avec l'Iran sur un mémorandum d'entente d'une page visant à mettre fin à la guerre et à établir un cadre pour des négociations nucléaires plus détaillées. Parmi les autres dispositions, l'accord impliquerait que l'Iran s'engage à respecter un moratoire sur l'enrichissement nucléaire, que les États-Unis acceptent de lever les sanctions et de libérer des milliards de dollars de fonds iraniens gelés, et que les deux parties lèvent les restrictions touchant le transit dans le détroit d'Ormuz. Mais je ne vais pas entrer dans tous les détails pour savoir si c'est le plan d'action global commun, le JCPOA, si c'est mieux, si c'est pire, ce qui est laissé de côté ou ce qui n'est pas abordé. Nous avons déjà fait cela auparavant, et cela a été une perte de temps absolue. Il vaut mieux attendre quelque chose de plus concret que des sources anonymes qui font fuiter des informations à Axios, parce que cela semble se produire au moins une fois par semaine. À ce stade, presque un accord ressemble moins à de la diplomatie qu'à une bande-annonce récurrente sans date de sortie. L'Iran a déjà répondu. Tasnim News, un média d'État iranien, a rapporté qu'une source informée avait déclaré que l'Iran n'avait pas encore donné de réponse officielle au dernier texte américain, malgré les affirmations des médias américains selon lesquelles l'Iran et les États-Unis seraient proches d'un accord final d'une page pour mettre fin à la guerre. La source a aussi affirmé que le texte contenait certaines clauses inacceptables. Le cadrage iranien était que la propagande médiatique américaine visait surtout à justifier le recul de Trump après sa récente action hostile et que l'action de Trump était mauvaise dès le départ et n'aurait jamais dû être menée. Il y a donc un accord qui circule d'un côté à l'autre. L'Iran considère encore qu'une partie du texte est inacceptable. J'ai beaucoup de difficultés à prendre ces informations au pied de la lettre désormais. Nous en sommes à 8, 9, peut être 10 semaines de guerre à ce stade, et nous avons entendu au moins 8 fois que nous étions tout près d'une percée. Cela semble toujours passer par Axios, puis un jour ou quelques jours plus tard, nous apprenons que c'était largement exagéré. La seule approche raisonnable consiste donc à attendre que des détails concrets soient publiés. Ensuite, les détails pourront être examinés. Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est la manière dont tout cela a été présenté sur Fox News. C'est important parce que cela montre comment le récit est encadré. J'essaye encore de trouver le fil conducteur. Quel est le mouvement stratégique qui rapproche les États-Unis de l'accomplissement de leurs objectifs ?
J'ai beaucoup de mal à le voir ces derniers jours. C'est frustrant parce que je veux que les États-Unis gagnent cette guerre. Je pense que l'IRGC est mauvais. Je ne veux pas qu'il ait un programme nucléaire. Je ne veux pas qu'il finance des réseaux de mandataires et des organisations terroristes dans le monde. Il est donc frustrant de regarder ce qui ressemble aux États-Unis en train d'avancer à tâtons dans cette affaire. Le cadrage de Fox News était particulier et il entrait très clairement dans la catégorie du « faites simplement confiance au processus ». Jesse Waters a présenté la pose de Project Freedom comme si le président Trump permettait peu être aux Iraniens de sauver la face. Dans cette version du récit, l'Iran avait affirmé la veille qu'il contrôlait le détroit, mais cette affirmation était supposément un mensonge évident. L'argument était que voir les Américains escorter navire après navire hors du Golfe, sans que l'Iran puisse faire quoi que ce soit, aurait été humiliant pour Téhéran. C'est le genre de logique télévisuelle où la victoire est déclarée d'abord et où les preuves sont poliment invitées à suivre plus tard. Dans ce cadrage, l'Iran ne perdrait pas seulement le peu de prestige militaire qui lui restait dans la région, ses négociateurs perdraient aussi la capacité de défendre leur position après avoir perdu leur dernier levier de négociation. La conclusion était que le commandant en chef devait croire que les Iraniens étaient sérieux dans leur volonté de capituler s'il était prêt à suspendre Project Freedom pour favoriser un accord, même si Project Freedom aurait pu continuer pendant les négociations. Les navires étrangers doivent encore circuler. L'idée était que le président devait savoir ce qu'il faisait et que le monde allait bientôt découvrir jusqu'à quel point le régime était irrationnel. C'est comme une réalité parallèle. C'est frustrant parce que cette information est diffusée à des millions de personnes. En la décortiquant point par point, on voit pourquoi elle ne tient pas. D'abord, l'affirmation selon laquelle l'Iran pense seulement contrôler le détroit d'Ormuz nous entraîne dans une question de sémantique. Le détroit d'Ormuz est effectivement fermé et il est effectivement fermé à cause de l'Iran. On pourrait soutenir que l'Iran n'en a pas le contrôle, parce que les États-Unis ne laissent pas passer les navires iraniens. Mais le plus gros problème, c'est que les navires ne passent pas du tout en nombre significatif. On parle de chiffres à un seul chiffre, une infime fraction de ce qui doit circuler pour soutenir l'économie mondiale. Voilà le problème. Appelez cela contrôle iranien ou non, le détroit reste fermé. Ensuite, il y a l'affirmation sur le nombre de navires qui auraient prétendument circulé sous Project Freedom sans que l'Iran puisse les arrêter. Cela ne s'est tout simplement pas produit. Peut être que l'on aurait pu en arriver là, mais c'est pas ce qui s'est passé pendant la courte durée de vie de Project Freedom. Ce qui s'est réellement produit, c'est que 2 destroyers américains ont traversé le détroit sous un feu iranien nourri et ont escorté 2 navires battant pavillon américain. C'est une bonne chose. Mais c'est très loin d'une vague de navires sortant librement pendant que l'Iran serait incapable de les arrêter. Si cela s'était produit, le CENTCOM ne l'a pas rapporté. Le département d'État ne l'a pas rapporté. Le Pentagone ne l'a pas rapporté. La Maison-Blanche ne l'a pas rapporté. Même Fox News ne l'a pas présenté comme un fait établi. Cela a été mentionné au passage par Waters. Il est probablement très exagéré de dire qu'il y avait une foule de navires qui sortaient, alors qu'en réalité il y en avait 2. Mais 2 navires sous le feu sonne beaucoup moins triomphal que navire après navire. Alors le slogan a dû faire un peu plus d'exercice. Le point le plus important est venu à la fin avec l'idée que les États-Unis auraient tout simplement pu maintenir le levier pendant toute la durée des négociations. Cela nous ramène à la question fondamentale. Qu'est-ce qui se passe exactement ? L'explication devient alors, faites confiance au président. Le président doit savoir quelque chose. Il doit y avoir un plan. Retour aux échecs, en 7D. C'est exaspérant parce que cela défie la logique. S'il y a une pression, il faut la maintenir. Il faut ajouter de la pression jusqu'à ce que des concessions soient obtenues à la table des négociations. Cela semble être la bonne approche, mais tout est complètement désordonné en ce moment. Faites confiance au plan, porte vraiment beaucoup de poids ici, surtout quand le plan change de costume entre 2 pauses publicitaires. Le chaos est probablement le meilleur mot pour décrire ce qui se passe actuellement entre les États-Unis et l'Iran. La situation change d'heure en heure. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.